On repart les amis, on repart avec Laurence Daziano, économiste, Sciences Po, spécialiste des marchés émergents et de la Russie. Et Laurence, vous avez écrit un point de vue dans Les Échos qui m'a vraiment surpris au moment où on pense que le régime russe est plus refermé que jamais. Vous dites « La transition de l'après-Vladimir Poutine a commencé ». Oui. Alors racontez-moi ça. Ça n'est pas exclusif l'un de l'autre. Ce n'est pas parce que le régime se resserre que la transition n'est pas en route. Alors d'accord. Donc ça veut dire qu'on est... Alors, et vous avez raison. Ce que vous dites d'abord, c'est que ce n'est pas Vladimir Poutine en fait, qui est au pouvoir, c'est quand même un collège. Tout à fait. Tout à fait. Et ça fait maintenant plusieurs années. Alors on le voit moins en Occident, mais quand on regarde ceux qui travaillent ou ceux qui sont dans l'entourage de Vladimir Poutine, et notamment, par exemple, Sergueï Shoïgu, que j'ai cité, qui est le ministre de la Défense, il est dans l'entourage de Poutine à très haut niveau depuis 2012. Donc, ce n'est pas un nouveau venu non plus. Quand on voit également Avdeyev, lui aussi, il est dans l'entourage de Poutine depuis longtemps. Il est au Vatican, je crois, lui aussi, depuis 2012. Alors, vous citez ça, l'ambassadeur au Vatican, en fait, c'est un gars qui a une influence considérable. Oui, alors il a une influence considérable parce que c'est un diplomate, c'est le doyen du corps diplomatique russe, donc il a une très forte influence. Et il est au Vatican aujourd'hui, mais en étant au Vatican, en fait, c'est tous les courants religieux et notamment tout ce qui est l'orthodoxie. Et on minimise en Europe de l'Ouest l'importance de l'orthodoxie. Déjà, ça permet d'expliquer aussi un petit peu la relation avec l'Ukraine. Pourquoi ? Parce que le foyer de l'orthodoxie, c'est Kiev. Absolument. Donc, ça permet de remettre sur un autre plan les rapports entre la Russie et l'Ukraine. Et pourquoi est-ce que l'Ukraine est aussi importante pour les Russes ? Ensuite, Shoïgu notamment a remis aussi au sein des forces armées l'orthodoxie au goût du jour. Et si vous regardez la réforme de la Constitution qui a eu lieu l'année dernière, alors on a vu, nous, en Occident, que le fait que les pouvoirs du président étaient prorogés et que Vladimir Poutine pouvait rester au pouvoir. Mais dans cette réforme de la Constitution, c'était un petit peu un fourre-tout. Et parmi le fourre-tout, il y avait la foi orthodoxe qui est maintenant marquée dans la Constitution aussi. Donc, vous voyez que l'élément religieux est également important et donc ça n'est finalement pas si étonnant que ça, que ce diplomate chevronné au poste où il est ait une influence telle sur les affaires de la Russie, parce que ça va être aussi, donc ça va influer sur l'Ukraine, mais ça influe aussi sur la Syrie. Et donc ça veut dire que c'est quoi ? C'est un pouvoir collégial en fait ? Oui, c'est un pouvoir collégial, d'autant plus collégial que l'on voit Vladimir Poutine de plus en plus en retrait. Alors il y a plusieurs raisons. Il y a depuis un peu plus d'un an maintenant, il y a le Covid, donc tous les confinements. Alors même si la Russie a levé officiellement son confinement généralisé en juin, parce qu'il fallait voter en juillet, donc il fallait voter, il fallait voter pour la réforme de la Constitution fin juin, donc tout ce qui était confinement a été levé, et le confinement maintenant se fait au niveau régional ou municipal. Donc, ça n'est pas Vladimir Poutine qui je comprends. Donc, ça n'est pas Vladimir Poutine qui est responsable le cas échéant. D'accord ? Donc, Vladimir Poutine a plus ou moins disparu des écrans. D'abord parce qu'il y a le confinement, mais surtout parce qu'il est malade. Et il n'est pas à Moscou. La plupart du temps, il est à Sotchi. Donc, on voit qu'il y a, on ne va pas dire une vacance du pouvoir parce que c'est bien huilé, mais on a un Vladimir Poutine qui est en retrait. Sur la scène internationale, on le voit. D'ailleurs, sa grande conférence de presse de la fin de l'année qu'il donne toujours et qui dure au moins 4 heures à 4 heures et demie, il l'a effectivement donné. Les journalistes étaient bien dans un centre de conférence à Moscou, mais lui était par visio et il était ailleurs. Il n'était pas à Moscou. Et il était à Sotchi. Probablement à Sotchi. Donc au bord de la mer Noire, c'est ça, voilà. Sotchi, voilà. Mais malade, gravement malade ou conjoncturellement malade ? Alors, ce serait un Parkinson qui serait relativement sérieux, oui. Ça alors ? Oui.
Et donc, ça veut dire que tout ce qu'on voit là, notamment autour de Alexei Navalny, hein, l'opposant, tout ce qu'on voit en fait est une décision collégiale d'un pouvoir, mais alors qui nous rappelle, je le disais dans le sommaire, qui nous rappelle le Kremlin, on va dire, des années 70, quoi, globalement. Les années 70 ou 80. Ou 80, oui, voilà, c'est ça. Enfin, effectivement, ça peut rappeler cette sauf qu'en période. 80, il avait pris une tournure qui n'est pas vraiment celle de Vladimir Poutine. C'est pour ça que je le sens plus proche de Brejnev que de Gorbatchev. Il est effectivement voilà, plus proche de Brejnev que de Gorbatchev. C'est un peu ça. Donc c'est ça, c'est un pouvoir collégial en fait aujourd'hui. Alors c'est un pouvoir collégial. Et qui décide de faire de Navalny une forme de symbole, parce que c'est une forme de symbole de ce que la Russie continue, je crois qu'on en avait déjà parlé ensemble d'ailleurs, Laurence, dans cette idée qu'elle n'a aucune leçon d'aucune sorte à recevoir de l'Occident, point à la ligne. Alors, bon, déjà, en tant que grand empire, qu'ancien grand empire et que puissance, même si on va le voir, parce qu'on va parler peut-être plus d'économie après, ça n'est plus une puissance économique. Navalny, c'est vraiment un signe alors à la fois de mobilisation de la population, mais aussi de protestation de la population. Mais j'ai presque envie de dire que c'est un épiphénomène. Navalny, c'est un avocat qui, lui, s'oppose au gouvernement, s'oppose à Poutine sur le thème de la corruption. D'accord ? Il a fait beaucoup d'émissions sur la corruption. Bon. Et c'est vraiment son angle d'attaque. Et d'ailleurs, il a tellement attaqué Dimitri Medvedev que Poutine a fini par s'en séparer parce qu'il montrait vraiment que la corruption à ce niveau-là... Oui, vous n'en parlez pas du tout de Medvedev d'ailleurs. Il est sorti du premier cercle. Il est sorti du premier cercle. Donc la corruption est vraiment le jeu de Navalny. Et le fait qu'il ait été emprisonné tout de suite à son arrivée, pour moi, c'est plus un signe de faiblesse du pouvoir russe. Et de montrer qu'il est vraiment dangereux. Parce qu'en fait, Navalny ne représente qu'une fraction de la population russe. Tout à fait. L'audience de Navalny est assez limitée au sein de la population russe. Alors, elle a beaucoup grandi ces derniers temps du fait de ce qui s'est passé, mais son audience, en fait, est assez faible parce qu'il est totalement interdit de médias nationaux, de médias officiels, donc il n'existe pas dans les médias officiels. Or, la majorité de la population russe, ses sources d'information sont quand même les médias officiels. Navalny, lui, a une chaîne YouTube qui marche très bien, dont l'audience a doublé ces derniers temps, mais son audience était quand même très faible. En fait, le mécontentement que les gens expriment en défilant dans la rue, et il y a vraiment des manifestations qui sont très importantes avec Navalny, mais aussi auparavant, c'est plus un mécontentement profond de la population russe par rapport à son niveau de vie. Le niveau de vie des Russes a beaucoup augmenté lors des deux premiers mandat de président de Vladimir Poutine, c'est-à-dire en gros entre 2000 et 2012. Et là, il y a vraiment eu un niveau de vie qui a été multiplié par 3. La cote de popularité de Poutine était à son plus haut niveau. Et puis, vous vous souvenez, donc, il y a eu 2014, la crise en Ukraine et en Crimée, les prix du pétrole qui ont plongé, puisque le baril de pétrole en décembre 2014 est tombé à $20. Tout à fait. Et là, vous avez une crise économique monumentale en Russie, dont la Russie ne s'est pas vraiment remise. Et le niveau de vie des Russes a commencé à baisser. Aujourd'hui, il y a environ 10 à 13% de la population russe qui vit à la limite ou en dessous du seuil de pauvreté. Donc une population qui se paupérise. Une population qui quand même subit aussi les sanctions occidentales parce que la Russie, dans les 10 premières années du XXIe siècle, importait beaucoup. Et là, les importations avec les sanctions se sont durcies, notamment dans tout ce qui est produits agricoles venant de l'Union européenne. C'était un autre très grand marché, la Russie, que nous avons coupé du fait des sanctions imposées par les États-Unis, mais ça, on y reviendra. Et du coup, l'agriculture russe s'est développée, mais un petit peu moins. Et puis, la rupture. Et donc, il commençait à y avoir des protestations. Si vous regardez 2011, 2012, il commençait à y avoir déjà des manifestations avant que ce soit Navalny. Et la grande rupture dans la cote de popularité de Vladimir Poutine, elle date de 2018 et de la réforme des retraites. Alors, c'est passé inaperçu parce qu'il a fait passer cette réforme en juillet 2018. Donc, si vous vous souvenez, juillet 2018, c'était la Coupe du monde de football en Russie. Il a pensé que ça passerait inaperçu.
Mais le système de retraite russe, qui n'est pas très généreux en termes financiers, mais qui permettait aux gens de partir tôt à la retraite. Alors pourquoi c'est important? Parce qu'ils partaient tôt à la retraite, les hommes avaient un petit boulot à côté, donc ça améliorait le quotidien. Et les femmes, elles gardaient leurs petits-enfants, permettant à leurs filles ou à leurs belles-filles de travailler. Donc, Laurence, il va falloir qu'on revienne sur Poutine. Oui, mais ça c'est important. Non, mais ça c'est important. Le temps tourne vite. Oui, mais c'est pour dire que la cote de popularité de Poutine a commencé à chuter à ce moment-là, et c'est très net dans les sondages, parce que cette réforme des retraites est très mal passée. On est en 2021 et elle ne passe toujours pas. C'est donc Shoigu, c'est ça? Sergueï Shoigu, c'est lui le successeur potentiel? Beaucoup le donnent comme patron du renseignement militaire quand même, ce qui va dans le sens de ce que vous disiez au début. C'est pas parce qu'il va plus y avoir Poutine que le régime va se libéraliser. Non, le régime tient véritablement par ou bien les anciens des renseignements, ou bien le renseignement militaire. Et Shoigu est effectivement donné, si c'est pas lui, c'est Dioumin, mais lui aussi, il vient du GRU. C'est GRU, c'est le renseignement militaire. Le GRU, le renseignement militaire russe. Ce sont eux qui effectivement tiennent la corde. L'idée, donc, aujourd'hui, premier producteur mondial d'énergie fossile. Oui, mais l'idée, on est quasiment au bout, Laurence, mais l'idée d'une mutation, ben oui, mais vous reviendrez, et puis on prendra plus de temps. L'idée d'une mutation, même l'Arabie Saoudite réfléchit à la mutation de son modèle. J'ai l'impression que les Russes, alors pas du tout. Ça c'est le point important, l'économie russe et les énergies fossiles. Une minute. Non. 5. Si. Non, c'est pas possible. Alors, non, mais l'économie russe... Il y a une mutation en cours ou pas? Non. Non, et c'est bien le problème, c'est que l'économie russe à moyen long terme est condamnée parce qu'il n'y a pas de révision du modèle économique russe qui repose sur les hydrocarbures, donc sur le pétrole et le gaz. En termes de pétrole, la production baisse, il y a les accords avec l'OPEP, mais il y a aussi le fait qu'il faut urgemment réinvestir en technologie dans le système de production de pétrole russe, ce qui n'est pas fait aujourd'hui, notamment... Il faut faire muter le modèle. Notamment à cause des sanctions, donc la technologie n'est pas disponible. Dans le domaine du gaz, c'est un modèle qui repose sur les gazoducs, qui n'est plus du tout adapté au marché actuel, qui va plutôt vers le gaz liquéfié. Donc c'est tout le modèle économique russe, puisqu'effectivement les hydrocarbures, ça représente la moitié de la ressource du budget fédéral, est en péril à moyen long terme. Donc c'est toute l'économie russe qui n'a pas été diversifiée, qui risque de s'effondrer. Bon, à bientôt. Laurence Daziano qui reviendra nous revoir très très vite sur Bismart.